Aujourd'hui, petite capsule très peu créative, je vais vous lire la traduction d'un article écrit par le biologiste Richard Dawkins à propos de la binarité du sexe et de la fameuse question qui tue. Qu'est-ce qu'une femme? What is a woman? Alors, je vais presque lire l'intégralité du texte traduit en français. J'ai enlevé quelques courts passages pour écourter un peu la vidéo, mais vous pouvez lire le texte complet dans sa version originale en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et avant de lire le texte, je vous explique une expression difficilement traduisible qu'on y retrouve, l'expression discontinuous mind. J'imagine qu'on pourrait traduire ça maladroitement par esprit de discontinuité. On parle de la tendance naturelle du cerveau humain à penser que le monde peut être divisé et subdivisé en catégories, en catégories discrètes. Bon, alors oui, on fait ça, effectivement, nous les humains, on met des choses dans des catégories. Je fais quand même un petit commentaire de mon cru ici. C'est le principe du langage. On communique par concept et c'est ce qui nous permet de sortir du contexte immédiat quand on parle. En classant les choses dans des catégories, on arrive à un degré d'abstraction qui permet de parler de ce qui se passe loin de nous, même dans un autre pays. Ça nous permet de parler du passé, d'un futur éventuel et même de parler de fiction. Et tout ça rend possible la culture, l'histoire, la science et la philosophie. C'est certain qu'il ne faut pas perdre de vue que l'on catégorise une réalité qui, elle, n'est pas faite de catégories discrètes comme celles que notre esprit veut lui appliquer. Il faut être ouvert à réviser le langage continuellement pour qu'il permette de dénoter des nouveaux éléments de la réalité, des nouvelles nuances. Et même en s'améliorant, le langage a et aura toujours ses limites. Ceci dit, il est quand même bien utile. Mais je ferai peut-être l'apologie du langage une autre fois. Pour l'instant, je vous lis la traduction de l'article de Richard Dawkins. Je commence à leur ouvrir les guillemets. En 2011, j'ai été invitée à rédiger le numéro double de Noël du New Statesman. Cette expérience que j'ai bien aimée a inclus une visite à Christopher Hitchens au Texas afin de mener ce qui s'est avéré sa dernière entrevue. Je ne lui ai pas posé la question « Qu'est-ce qu'une femme ?» En 2011, personne n'aurait eu l'idée de poser une question aussi bête. Aujourd'hui, cette question est lancée à des politiciens perplexes et embarrassés sur un ton provocateur sinon agressif. Il n'est pas difficile d'imaginer la réponse de Hitchens si on pouvait lui poser cette question-là aujourd'hui. Ma contribution principale à cette édition de Noël du New Statesman, a été un long texte sur la tyrannie de l'esprit de discontinuité. En fait, je crois que ça, c'est le titre d'un article que Dawkins avait écrit, mais bon, je reprends la lecture. Partout autour de nous, on applique des catégories discrètes à des réalités qui sont des continuums. Les spécialistes en sciences sociales calculent le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, comme s'il existait vraiment une frontière plutôt qu'un continuum dans le revenu des gens. Les pro-vie et les pro-choix s'interrogent sur le moment à partir duquel l'embryon devient une personne, alors que la réalité est que l'ascension est progressive à partir de l'état de zygote. Un Américain peut être qualifié de noir, même si 7/8 de ses ancêtres étaient blancs.
Les anthropologues débattent pour savoir si un fossile correspond à l'Homo erectus tardif ou aux premiers Homo sapiens. Mais c'est dans la nature même de l'évolution qu'il y a une séquence continue des temps intermédiaires. Vous pouvez voter dès votre 18e anniversaire, mais pas avant. Comme si les 12 coups de minuit marquaient un bond dans votre compétence politique. Si les éditeurs de la revue m'avaient mis au défi de donner des exemples où la discontinuité est dans la réalité et non dans notre esprit, j'aurais eu du mal. Grand versus petit, gros versus maigre, fort versus faible, rapide versus lent, vieux versus jeune, sous versus sobre, sécuritaire versus dangereux, et même coupable versus non coupable, ce sont les extrêmes de continuum. En tant que biologiste, le seul cas de catégorie binaire qui ne se trouve pas sur un continuum auquel je puisse penser est étrangement devenu très controversé, et c'est le sexe, mâle versus femelle. Vous risquez de vous faire bannir, diaboliser et même de vous faire menacer physiquement si vous osez suggérer l'idée qu'un humain adulte est forcément soit un homme, soit une femme. C'est pourtant vrai. Pour une fois, l'esprit de discontinuité a raison. Et la tyrannie vient de l'autre direction, comme la brave héroïne J.K. Rowling pourrait en témoigner. Le sexe est vraiment binaire. Tout a commencé avec l'évolution de l'anisogamie, la reproduction sexuelle où les gamètes sont de deux tailles différentes. Les macrogamètes, ou ovocytes, et les microgamètes, ou spermes. La différence est énorme. Vous pourriez faire entrer 15 000 spermatozoïdes humains dans un ovocyte humain. Quand deux individus investissent conjointement dans un bébé et que l'un des deux investit 15 000 fois plus que l'autre, vous pouvez dire qu'elle, vous voyez comme les pronoms arrivent à l'improviste, c'est davantage engagé dans ce partenariat. L'anisogamie est la règle chez la majorité des animaux, mais elle ne l'a pas toujours été. Certains animaux primitifs et certains végétaux sont encore isogames. Plutôt que des microgamètes et des macrogamètes, ils ont des gamètes moyens, tous de même taille. Les deux partenaires contribuent également à l'investissement dans la reproduction. Pour faire un zygote viable, il faut la jonction de deux isogamètes, chacun valant la moitié d'un zygote. La même jonction peut se produire si l'un des partenaires contribue avec un isogamète légèrement plus petit, mais cela fonctionne seulement si l'autre partenaire contribue avec un isogamète plus gros pour combler le déficit. Vous pourriez dire que l'investisseur minoritaire exploite le partenaire qui fournit le plus gros gamète. L'isogamie est instable. Dans des conditions plausibles, on assiste à une évolution. Des individus produisent des gamètes de plus en plus petits et d'autres produisent des gamètes de plus en plus gros. Au terme de cette évolution, nous avons maintenant des microgamètes qui recherchent activement des macrogamètes et ils développent des queues frétillantes pour se propulser dans leur poursuite. Les macrogamètes, eux, sont en demande et n'ont pas besoin de chercher les microgamètes. Étant donné que les microgamètes sont petits, ceux qui les produisent peuvent en produire une grande quantité. Les macrogamètes doivent être en quantité limitée parce que, comme les économistes aiment le dire, il n'y a rien de gratuit. Le déséquilibre veut aussi dire que les producteurs de microgamètes, les ils, lui,
peuvent s'accoupler avec plusieurs producteurs de macrogamètes, c'est-à-dire les L, et les abandonner l'une après l'autre. Ou encore, ils peuvent séquestrer un harem de L. Pour une L, il n'y a aucun intérêt à avoir un harem de il, lui auprès d'elle. Elle n'a pas assez de macrogamètes pour en bénéficier. Le modèle binaire de l'anisogamie est la manière la plus ancienne et la plus profonde de distinguer les sexes. Il en existe d'autres, mais elles sont moins universellement applicables. Chez les mammifères et les oiseaux, on peut faire cette distinction avec les chromosomes. Chez certains reptiles, la température plutôt que les chromosomes est décisive. Les poissons clowns déterminent le sexe non pas par la température, mais par le rang hiérarchique. Tous les membres d'un groupe sont des mâles sauf un, et comme de nombreux autres animaux, ils établissent une hiérarchie dans le groupe. Il n'y a qu'une femelle dans le groupe et lorsqu'elle meurt, le mâle dominant change de sexe pour devenir une femelle. Cela signifie, en termes gamétiques, que ses testicules se réduisent et qu'il lui pousse des ovaires à la place. Le principe du sexe binaire au niveau des micro- et macrogamètes est maintenu. Bon, fermez les guillemets, le temps de vous dire que je passe par-dessus le paragraphe sur les animaux hermaphrodites tels que les escargots et les vers de terre pour passer au suivant, où Dawkins parle d'intersexuation. Ouvrez les guillemets. Chez les mammifères, y compris les humains, il existe parfois des intersexes. Les bébés peuvent naître avec des organes génitaux ambigus. Ces cas sont rares. L'estimation la plus élevée, soit 1,7% de la population, est celle de la biologiste américaine Anne Fausto Sterling, mais elle a considérablement gonflé son estimation en incluant les syndromes de Klinefelter et de Turner. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de véritables intersexes. Les personnes atteintes du syndrome de Klinefelter ont un chromosome X supplémentaire, XXY, mais leur chromosome Y garantit qu'elles sont manifestement des mâles, produisant des microgamètes, bien qu'à partir de testicules réduites. Les individus Turner sont des femmes sans ambiguïté, sans chromosome Y et avec un seul chromosome X fonctionnel. Elles ont un vagin et un utérus, mais leurs ovaires, s'il y en a, ne sont pas fonctionnels. Il est évident que les individus Klinefelter, toujours mâles, et Turner, toujours femelle, doivent être éliminés du décompte des intersexes, auquel cas l'estimation de Fausto-Sterling passe de 1,7% à moins de 0,02%. Les véritables intersexes sont bien trop rares pour remettre en cause l'affirmation selon laquelle le sexe est binaire. Il y a deux sexes chez les mammifères et c'est tout. Mais que pouvons-nous dire du genre, traduction de gender? Qu'est-ce que le genre et combien de genres y a-t-il? Il semble y avoir présentement une tendance pour utiliser le mot genre pour désigner ce qu'on pourrait appeler le sexe fictif. Le genre d'une personne serait le sexe auquel elle sent appartenir par opposition à son sexe biologique. Pris dans ce sens-là, les genres se sont rapidement multipliés. La dernière fois que j'ai vérifié, il y en avait 83, mais c'était hier. Que veut dire genre en réalité? La langue évolue et de nombreux mots changent de sens avec le passage des siècles. Mais le mot genre a fait l'objet d'une évolution accélérée. Il s'agit avant tout d'un terme linguistique technique. Alors ici, fermez les guillemets. Ici, je vais paraphraser un peu en résumant. Dawkins développe sur le genre grammatical,
En français, on en a deux, masculin et féminin. Dawkins donne comme exemple le chapeau blanc, mais la robe blanche. Alors, je ne lis pas tout le paragraphe, je relève seulement qu'il souligne avec raison que ça n'a pas à voir avec l'identité sexuelle. Il dit aussi cependant qu'il est pratique d'utiliser le féminin pour les femelles et le masculin pour les mâles, mais ça ne veut pas dire pour autant, ajoute-t-il, que ceux qui parlent français croient qu'une table est de sexe femelle. Passons à ce qu'il dit à propos de l'anglais, rouvrez les guillemets. En anglais, le genre grammatical et le sexe s'alignent. Tous les animaux femelles sont de genre féminin, tous les mâles sont masculins, toutes les choses inanimées sont neutres, avec des exceptions fantaisistes comme les navires et les nations qui peuvent être désignés au féminin. En raison de la parfaite corrélation entre le sexe et le genre dans la grammaire anglaise, il était naturel pour les anglophones d'adopter gender comme euphémisme pour désigner le sexe. Sam is of female gender sonnait plus approprié que of female sex. Mais cette convention a récemment cédé la place à une autre, la mode qui veut que les femmes s'identifient comme des hommes et que les hommes s'identifient comme des femmes a donné naissance à une nouvelle règle stricte, c'est-à-dire celle-ci. Vos gènes et vos chromosomes peuvent déterminer votre sexe, mais votre genre est celui qui vous convient le mieux, ce qui permet de dire « on m'a assigné un sexe masculin à la naissance, mais je m'identifie comme une femme ». L'auto-identification en est à remplacer le sexe biologique comme référence. Une femme est définie comme toute personne qui choisit de s'appeler une femme, peu importe qu'elle ait un pénis et le torse poilu. Et bien sûr, cela lui donne le droit d'entrer dans les vestiaires des femmes et de participer à des compétitions sportives féminines. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Après tout, c'est une femme, n'est-ce pas? Si vous le niez, vous êtes un bigot transphobe. Les grands prêtres du postmodernisme enseignent que l'expérience vécue et les sentiments l'emportent sur la science, celle-ci n'étant que la mythologie d'une tribu de colonialistes oppresseurs. Les théologiens catholiques, pas les protestants, déclarent que le vin consacré devient réellement le sang du Christ. La solution d'alcool dilué qui reste dans le calice n'est qu'un accident aristotélicien. La substance entière, d'où le mot transsubstantiation, est le sang divin. Dans la nouvelle religion de la transsubstantiation transsexuelle, le pénis d'une femme n'est qu'un accident, une simple construction sociale. Dans sa substance entière, la personne est une femme transsubstantiée. Sarcasme mis à part, la dysphorie de genre est une réalité. Les personnes qui se sentent sincèrement nées dans le mauvais corps méritent sympathie et respect. Beaucoup d'entre nous connaissent des personnes qui choisissent de s'identifier au sexe opposé à leur réalité biologique. Il est poli et amical de les appeler par le nom et les pronoms qu'elles préfèrent. Elles ont droit à ce respect et à cette sympathie. Par contre, leurs partisans militants n'ont pas le droit de réquisitionner nos mots et d'imposer des redéfinitions idiosyncratiques au reste d'entre nous. Vous avez le droit d'avoir votre propre lexique, mais vous n'avez pas le droit d'insister pour que nous changions notre langage pour satisfaire vos caprices. Et vous n'avez absolument pas le droit d'intimider ceux qui suivent l'usage commun et la réalité biologique dans leur utilisation du terme « femme » en tant que descripteur de la moitié de la population. Une femme est un être humain adulte de sexe féminin dépourvu de chromosome Y.
Fermez les guillemets, c'était la fin du texte et c'était donc le grain de sel de Richard Dawkins sur la question qui tue. What is a woman? À la prochaine.